partout avec vous. Littérature, cinéma, musique, arts plastiques, poésie, théâtre, bande dessinée, tous les arts ont leur droit dans la République des Arts. Rendez-vous du dimanche au mercredi de 15h à 16h dans la République des Arts. Émission présentée par Thoraya Ayed, coordonnée par Anissa Batel et réalisée par Abdrani Boudries. Bonjour et bienvenue dans la République des Arts. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Il y a du soleil, donc il y a de la joie dans l'air aujourd'hui dans le studio. Et puis d'ailleurs, quand il y a Mariam Guemache, il y a de la joie dans l'air dans l'émission La République des Arts. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à 16h, ça vous le savez. Et l'émission, je vous préviens, va être très littéraire. On va parler beaucoup de nouvelles, de romans. D'abord, il y a un invité que nous recevons, que je vais vous présenter tout de suite. Il s'appelle Ousmane Chagou et son métier c'est enseigner la langue française et la littérature, non pas à des enfants ni à des ados, mais à des jeunes adultes qui seront des futurs enseignants. Mais la passion pour les mots, pour les lettres, ne suffisent pas. La transmission ne suffit pas. Il faut qu'il écrive pour laisser libre cours à son imaginaire et à son imagination. Ça a donné quoi? Ça a donné un recueil de nouvelles, 8 nouvelles et un poème qui s'appelle Le Montouri, sorti en 2013, je pense, ma mémoire, 2014, voilà. 2014 aux éditions Champ Libre, voilà, que nous avons toujours eu le plaisir de présenter ici sur nos ondes, parce que c'est une toute petite maison d'édition, une jeune maison d'édition de la jeune Merdassi, de Constantine, et elle fait dans la jeune littérature. Alors il est là, Ousmane Chagou, il est venu de Constantine, justement pour nous rencontrer, mais pour rencontrer aussi les auditeurs de la 3. Il nous parlera de ses nouvelles, de son monde, de son univers. C'est des nouvelles qui racontent l'Algérie d'aujourd'hui, qui racontent la jeunesse, qui racontent aussi un monde, la vie ordinaire et la vie fantasque, parfois irrêvée, des gens. Alors, vous en saurez un peu plus dans un petit instant. Et puis, le livre qu'a choisi, ou le roman qu'a choisi Mariam Guemache aujourd'hui, c'est un roman de Rachid Oulpsil. Et le titre du roman, c'est Le premier sera un garçon. On imagine déjà l'histoire. Et puis, nous aurons à vous parler aussi quand même d'un concours, le concours organisé par la fondation Ahmed et Rabah Asla, en collaboration avec l'École supérieure des Beaux-Arts. C'est un concours de promotion des arts plastiques. Nous aurons le président de la fondation, Monsieur Asla, au téléphone pour plus de détails. La République des Arts. Ousmane Chagou, bonjour. Bonjour. Mariam Guemache. Bonjour. Je sais que vous aimez bien quand on reçoit les écrivains, les poètes. Voilà. Le mardi, c'est permis. Le mardi, c'est permis. Donc, enfin, j'allais dire, je vous reçois, Ousmane Chagou. On a correspondu à un moment donné via Facebook, les réseaux sociaux. Et heureusement que c'est pas le téléphone. Et nous allons, et nous devions d'ailleurs parler de ce recueil de nouvelles. Et c'est l'occasion aujourd'hui, le Montouri. La première question que j'ai envie de vous poser, d'ailleurs, je crois que Mariam a lu et a commenté pour nous dans la République des Arts. C'est où le Montouri? Bonne question. Alors, c'est
En fait, je sais pas si on écrit par rapport toujours à un lieu, mais c'est déjà, je peux dire que c'est un lieu, c'est un espace où un mélange entre, il y a beaucoup Constantine, ma ville, et puis il y a une autre ville comme ça qui peut, je sais pas, qui se construit dans ma tête, s'est construite dans ma tête. C'est un lieu imaginaire. Oui, parce que même quand c'est pas toujours le même espace, c'est-à-dire que les gens écrivent et parfois ils ajoutent des, je sais pas, moi j'imagine le Montouri un petit peu comme Constantine, les pans de Constantine et puis la mer. Ouais. Ça peut être ça. Donc je sais pas vraiment où ça se situe, mais c'est un espace qui s'est construit dans ma tête, mais où Constantine est vraiment présente. Alors, c'est le premier recueil de nouvelles, donc je voulais un peu plus quand même vous présenter. Vous êtes enseignant à l'école normale supérieure, de Constantine. La langue française, la littérature, je crois que vous avez fait des études de droit. J'avais commencé par faire des études de droit, j'ai fait 5 ans de droit, j'étais destiné au départ à faire avocat. Et puis j'ai refait un cursus universitaire pour faire français. Des études supérieures, j'ai eu la chance de passer le concours de magistère et puis j'ai fait des études en sciences des textes littéraires. Voilà, et par la suite, une fois mon magistère en poche, j'ai décroché un poste à l'ENS, à l'École normale supérieure de Constantine. Et donc vous formez des enseignants en langue française? Exactement. Mon principal travail, c'est ça, c'est de former des enseignants pour le cycle primaire, moyen et secondaire. Il se trouve qu'on parle énormément de littérature. Je pense que, bizarrement, à l'ENS, on a plus de modules littéraires qu'à l'université pour les gens qui sont censés par la suite faire de la recherche, par exemple. Et qu'est-ce qui est le plus dur, enseigner à des adultes ou à des plus jeunes, à des ados, par exemple, des enfants? Vous avez déjà essayé? Oui. Je fais aussi, je travaille à l'ENS, mais j'ai d'autres fonctions comme ça. Je peux travailler avec des enseignants de FLE, de français langue étrangère. Je sais pas si qu'est-ce qui est dur, mais chaque métier a ses particularités. Mais vous aimez le métier d'enseignant? Vous aimez ça? Bien sûr, je ne sais pas si c'est suffisant de dire que abandonner 5 ans tout un cursus de droit pour refaire, etc. C'est un gros sacrifice. Ouais. Et donc moi je suis content de ce que je fais. C'est-à-dire, je trouve que peut-être que je ne pourrais pas faire autre chose. Peut-être que j'ai été créé pour enseigner. Il faut peut-être demander à mes étudiants. En tout cas, vous avez forgé votre imaginaire par la lecture. On le sent chez vous, quand vous étiez plus jeune, la littérature, les livres ont joué un gros rôle dans votre formation. Je vais peut-être vous décevoir. J'ai jamais été un grand lecteur étant petit. J'adore dire cette phrase. J'ai toujours été un rat de bibliothèque. En fait, c'est pas vrai. Parce que j'ai découvert la lecture assez tardivement, une fois arrivé à l'université, les premières années de l'université. Auparavant, je lisais un petit peu. Donc, faut pas désespérer. Non, jamais. Donc les jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu un livre et qui se culpabilisent en disant c'est trop tard, de toute façon je pourrais pas me refaire une culture littéraire, c'est pas trop tard. Oui, en même temps je suis pas une référence, mais je dirais qu'on peut lire à tout moment. Je crois que c'est Daniel Pénac qui donne les droits du lecteur, et parmi les premiers droits c'est le droit de ne pas lire. Et donc quand on est lecteur, on a le droit de ne pas lire, on a le droit de lire des bribes, et chacun peut trouver, je sais pas, dans la lecture ou un moment quand est-ce qu'il va commencer à lire. Voilà. Oui, mais c'est quand même, je sais pas si Mariam Guémache est d'accord avec moi, c'est quand même étrange parce qu'on sent chez vous la passion pour l'écriture, pour la langue, etc. Vous écrivez, vous êtes assez jeune, vous enseignez, et j'ai du mal à croire que vous avez commencé à lire tardivement. Sur le tard, c'est une exception peut-être. Non, mais commencer à lire. Peut-être nourrir une passion pour la littérature, ça a été avec une fois arrivé à l'université. Mais avant, je lisais un petit peu les bandes dessinées, les Schtroumpfs, Pif, ce genre de choses. Ouais. Mais je veux dire, j'ai pas commencé directement avec Jules Vallès ou. Et les premières lectures, c'était lesquelles alors à l'université? À l'université, alors ça a commencé avec. Je pense que mes premières lectures, ça a été déjà dans la littérature maghrébine.
Je pense que j'avais commencé par lire les Kateb Yassin, les Mouloud Feraoun, etc. Et je suis parti par la suite, j'ai lu les nouveaux qui commençaient à produire, Amin Malouf. Un petit peu quand même, Amin Malouf, oui, les croisades vues par les Arabes, Oui. c'était l'une de mes premières lectures, Samarkand, et puis d'autres écrivains algériens. J'ai commencé par la suite, algériens, par exemple, Selim Bachi, que j'avais découvert avec Tuer les le tous. chien. Non. Avant, avec le chien d'Ulysse. Oui, Ouais. le chien d'Ulysse. Mais mon préféré reste quand même Tuer les tous. Oui. Voilà. C'est assez osé. Alors, juste pour revenir à vous, le recueil Le Mont Touri, c'est pas le Mont Touri, hein, c'est le Mont Touri. C'est, je disais, 8 nouvelles et un poème, préfacé par Maryam Eldassi, donc votre éditrice. Qui aussi, et ça commence fort, ça commence très, très, très fort. Et ce que j'ai aimé un peu dans votre écriture, dans vos nouvelles, qui sont assez courtes, c'est le ton irrévérencieux. Voilà. Vous respectez rien. Et déjà, la maman, la première, j'allais dire votre maman. Qui Oui. se remarie. Oui, La maman déjà se la maman ici, elle en prend plein la gueule. Et pourtant, hein, je trouve que vous êtes assez audacieux. C'est un livre que vous dédiez à toutes les mamans. Oui. En fait, c'est vrai que je dédie le livre aux mères, mais je réagis déjà sur cette idée de votre maman, parce que ma maman, elle est tombée sur le texte. D'accord. Et elle a pris, elle est allée voir ma sœur en lui disant, mais tu vois, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit? Non, mais c'est vrai que le monde dans Elle a lequel été on vit... choquée. Un tout petit peu, mais enfin, on n'en a pas parlé. Hein. Oui. Mais j'ai eu des échos à travers ma sœur. Je sais pas si. C'est pas autobiographique. Votre maman Non. ne s'est pas remariée. Non. Et vous En fait, étiez heureux. En fait, pour être clair, ça a été écrit pour la nouvelle Les Noces de Maman. Ça a été écrit dans le cadre d'un concours de nouvelles, un concours concernant la nouvelle fantastique. Et comme le thème imposé c'était les noces, vous devinerez que j'ai pas été retenu parmi les lauréats, mais comme c'était les noces, j'ai voulu imaginer un texte fantastique autour des noces. Et ça a donné ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai choisi... on va pas faire ma psychanalyse, mais je sais pas pourquoi j'ai choisi le personnage de la maman. En tout cas, on sent que vous vous inspirez, peut-être des petits drames au quotidien, des gens qui vivent autour de vous, de la société, des jeunes. J'imagine que vous êtes confrontés à la réalité que vivent les jeunes, puisque les jeunes étudiants, vous êtes en contact avec les jeunes. Ça vous inspire? Bien sûr. Le réel vous inspire? Bien sûr. Je pense que finalement, on n'invente rien. On a tout devant nous. Et puis, je pense que il faut saisir des instants, des moments. Il y a parfois moi, je voudrais bien écrire des choses auxquelles on ne fait pas attention. Par exemple, il y a plein de choses qui se passent devant nous et on n'y prête pas attention. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Parler de choses qui sont tellement évidentes qu'on n'a jamais pris la peine de les écrire. Alors, juste pour que l'auditeur ait les auditeurs aient une idée pourquoi je disais c'est assez irrévérencieux, et c'est très bien que notre littérature soit de plus en plus irrévérencieuse, parce qu'on est trop dans le politiquement correct, vous le savez très bien, et la littérature doit sortir du politiquement correct. Et donc, par exemple, vous commencez aujourd'hui, maman s'est mariée, c'est très rare d'ailleurs, chez nous les garçons ne parlent pas de leur maman de cette façon. Il y a quand même un petit clin d'œil à Camus. Derrière. À Camus, d'accord. Aujourd'hui, ma mère est morte. Oui. Sa nouvelle, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Sa nouvelle que je devais annoncer à mon père le soir même où la mère de son unique fille serait en train de consommer son foutu mariage. Ça commence bien, et puis bon, après vous poursuivez, vous dites l'être humain, surtout ma mère, n'obéit décidément qu'à ses besoins et ses pulsions animales. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est assez troublant par exemple, j'imagine que ça a troublé un petit peu votre mère, mais c'est libre, et c'est ça qui est formidable.
En même temps, moi, j'imagine bien la psychologie de cet adolescent. Sa mère vient lui annoncer qu'elle va se remarier. Je pense qu'il voudrait pas participer au cortège, lui. Hein, donc c'est pour ça qu'il réagit négativement. Mais c'est peut-être naturel, cette réaction. Alors quand on lit en revanche le Mont Toury, alors moi je me suis précipitée, j'ai dit tiens, je vais savoir ce que c'est que le Mont Toury. On n'en sort pas plus renseigné parce que ça raconte l'histoire de Yassine. Hein, c'est un jeune qui vit, qui est étudiant, qui vit dans un bidonville, etc. Et les seuls moments où il est bien, c'est peut-être quand il rejoint la fac, l'université. Et l'été, malheureusement, c'est les vacances. Et quand c'est les vacances, évidemment, c'est pas de son quartier, oui. Ça correspond pas à l'idée de ce qu'on fait pendant les vacances. En Exactement. tout cas. Et j'ai beaucoup aimé la description de l'été chez nous. Ça, j'ai adoré. L'été touché à sa fin, ce fut comme à l'accoutumée une saison sèche et aride. Un soleil de plomb avait régné durant ces 10 derniers mois en maître absolu, dictateur suprême que nul ne peut contester. Sûr de sa supériorité, de son retour triomphant qui se fera bien assez tôt, il nous quittait avec un rire moqueur, le tyran. C'est vrai qu'il était, c'est comme ça. C'est vrai. Et ça tape, le soleil tyrannique. Et... Pour l'anecdote, c'était dans le cadre, c'était quelque chose que j'avais pondu dans le cadre d'un séminaire. Donc, on nous avait demandé de planter le décor d'une histoire. Et j'ai planté ce décor-là. Et je l'ai laissé, je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer une histoire autour de ça ? Et tout le Mont Toury se déroule à ça comme cadre. Et les chercheurs d'espoir ? Autre atelier d'écriture, ça par contre. Donc c'était dans le cadre d'un atelier d'écriture et il fallait imaginer un sujet comme ça de société. On était en 2010-2011 et à cette époque-là, il y avait énormément de drames et j'avais voulu faire parler ces jeunes-là qui découvrent une autre, je sais pas, un monde. Tout le monde était attiré par l'Europe. Et j'ai voulu parler d'un autre aspect, les gens qui s'enrichissent derrière tout ça, les passeurs. Et ça a donné Les chercheurs d'espoir, qui est un texte aussi assez fort, mais qui se déroule pas à Constantine, lui. Hein. C'est plutôt à Annaba. Oui, c'est très proche. Oui. Évidemment, il y a la dispute. Oui. La dispute, c'est bien parce qu'on se dispute beaucoup. Hein. C'est inspiré des disputes dans la rue ou Ouais, un peu tout, des disputes des parents, des disputes qu'on entend chez les voisins. Vous aimez vous disputer ? Aimer, je sais pas, mais je pense que c'est important. Dans la vie, on se dispute, on rigole pas tout le temps. Oui. Je pense que on est bien obligé parfois de se disputer. Mais la vie est faite ainsi. Aimer se disputer, non, mais souvent on est peut-être obligé de le faire. Peut-être que parfois il faut se disputer pour pouvoir se rapprocher davantage. Pour avancer parfois aussi. Exactement. La dispute peut parfois faire avancer le... On crève l'abcès et voilà. puis après ça va mieux. Mais dans toutes ces histoires-là, c'est le regard des enfants qui voient leurs parents sont déchirés, se disputer et qui savent pas comment réagir. Et donc à chaque fois, j'ai essayé d'adopter la vision et la posture de l'enfant qui est là, regarder, qui ne comprennent pas tout le temps. Les enfants, ils comprennent pas ce qui se passe et ils réagissent suivant leurs moyens. Vous restez avec nous, Osman Chagou, je rappelle, jeune auteur. Il a sorti ce recueil de nouvelles, 8 nouvelles et un poème, Le Mont Toury, aux éditions du Champ Libre. On en parle dans la République des Arts. Maryam nous donnera son avis également dans un petit moment. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur,
centaine, berce mon cœur des 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Les beaux yeux de la maman, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. La République des Arts. Voilà, la République des Arts, ça continue jusqu'à 16h. Nous recevons Ousmane Chagou, jeune auteur, mais également enseignant, formateur, puisqu'il forme les futurs enseignants en langue française. Il vient nous parler du Mont Toury, son mont à lui, le mont où il imagine des personnages, des histoires, et notamment ses 8 nouvelles et un poème dont on parlera dans un petit moment. Vous aimez les arts plastiques ? La peinture. Oui, oui. J'ai des amis peintres quand même. Oui, mais, alors voilà, justement, on va en parler puisqu'il y a, vous savez, il y a la fondation Asla Ahmed Diarabah qui organise avec, en collaboration avec l'École supérieure des beaux-arts d'Alger et le Haut Commissariat à la Mazérité et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, une grande exposition nationale de peinture et sculpture ouverte à tous les artistes peintres. On en parle avec le président de l'association, Monsieur Asla. Monsieur Asla, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue dans la République des Arts. Alors je voulais que vous nous donniez un peu plus d'informations sur ce concours de promotion des arts plastiques organisé par votre fondation et on a vu d'autres partenaires. C'est ça, oui, oui. Voilà, on organise une grande exposition nationale de peinture et de sculpture. Cette exposition est ouverte à tous les artistes peintres et sculpteurs, professionnels et amateurs. Donc les concernés, les intéressés doivent déposer leurs œuvres avant le 18 février 2017. Au niveau du siège de la Fondation, qui est le boulevard Zélout Youssef, à Alger, au numéro 29. Et je donne aussi le téléphone du siège de la Fondation, c'est 021 71 27 58. Et là, ils doivent déposer donc leur travail avant le samedi 18 février. Il y a un jury composé de professeurs de l'École des Beaux-Arts qui siégera à partir du 20 février pour qu'on puisse avoir les résultats et les proclamer le 5 mars. Vous savez que le 5 mars 2017, ce sera le 23e anniversaire
de l'assassinat de Ahmed El Rabah. Donc, vous voulez plus de détails? Oui, je sais qu'il y a les prix sont, il y a des prix qui seront décernés. Donc, comme vous dites, le 5 mars, la date de l'anniversaire. Et alors voilà, le concours comprend 2 grands prix. oui. Il y a un premier grand prix de peinture Pour les professionnels. d'une valeur de 200 000 dinars. Et un premier grand prix également de peinture pour amateurs d'une valeur de 100 000 dinars. Comme je vous le disais, là, ces 2 prix seront décernés le 5 mars 2017. Et après, je pense qu'il y a aussi une exposition des œuvres qui ont été primées. Oui, donc alors, les artistes, ils seront exposés pendant une... Les artistes, les œuvres des participants seront exposées du 4 au 11 mars 2017 au siège de la Fondation, que nous voudrions transformer en galerie d'art, vous savez. Et puis, du 12 au 19 mars, à l'école, ces travaux seront exposés à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Alors justement, vous dites, ça tombe bien puisque vous nous parlez de vos projets, comme transformer le siège de la Fondation en galerie d'art. Dites-nous quelques mots sur la Fondation, depuis qu'elle existe. Vous savez, puisque j'ai le plaisir là, de vous avoir au bout du fil, et alors, en même temps, il y a aussi, en même temps que ce concours d'art plastique, nous organisons aussi un concours de dessin d'enfants. La même période. Et ces dessins donc s'adressent à des enfants âgés de 6 à 15 ans résidant en Algérie, et les enfants algériens résidant à l'étranger. Alors l'idée du concours, du concours et de dessin d'enfants est de faire prendre conscience et de faire découvrir aux enfants par le dessin toute la richesse et la beauté de la nature lorsque nous la respectons et toute la laideur de notre environnement quand nous le maltraitons. Donc c'est un peu le thème de l'environnement, etc., vu à travers les enfants. Donc il y a des critères de participation, si vous voulez que je vous les énumère. J'imagine pour les personnes qui sont intéressées, il y a un site internet dans lequel elles vont trouver les informations. Oui, il y a Facebook voilà. Les réseaux sociaux, oui. Et puis, il y a les téléphones que j'ai donnés tout à l'heure, je peux vous rappeler. Oui. Donc, c'est le 021 71 27 58 et le 0661 42 00 77. Là, on peut donner tous les renseignements concernant à la fois le concours d'art plastique pour les professionnels et amateurs et le concours de dessin d'enfants. Par ailleurs, vous savez, nous avons un programme, un programme culturel de la Fondation pour toute l'année 2007. Bon, donc nous avions été pris parce que nous avons, si vous voulez, moderniser un peu le siège. Nous l'avons réaménagé et de façon à pouvoir accueillir d'une part des travaux d'exposition, c'est-à-dire une galerie d'art. Cette galerie d'art pourrait permettre donc à des professeurs dans les écoles régionales d'Algérie, il y en a une dizaine, et les enseignants très souvent n'ont pas les moyens d'exposer leurs œuvres dans des galeries d'art algéroises qui sont devenues très commerciales. Donc là, nous, au niveau de votre galerie, nous pouvons accueillir des peintres sans exiger d'eux une participation quelconque au niveau des frais. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu la mission de la Fondation, c'est d'aider les artistes peintres et aider peut-être à l'émergence de nouveaux talents. Voilà, très bien, oui, c'est absolument cela. Et puis surtout, pour mettre, si vous voulez, les arts plastiques de façon générale et à la disposition des concernés. Parce que vous savez,
À Alger, il y a plus ou moins des possibilités de se débrouiller d'une façon ou d'une autre, mais à l'intérieur du pays, les étudiants, les enseignants qui sont dans les écoles régionales des Beaux-Arts n'ont pas pratiquement de possibilité d'exposer. Et puis par ailleurs, à côté de ces arts plastiques, nous avons aussi engagé, une fois par mois, un café littéraire qui a lieu le dernier samedi de chaque mois, à 15h, au siège de la Fondation. Par exemple, nous avons tenu ce samedi passé un premier café littéraire, dont le thème était l'histoire de la peinture en Algérie, des origines à nos jours. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, par monsieur, vous devez le connaître, monsieur Ali Hajtad, qui a fait un exposé et a assisté à cet exposé pratiquement tous les professeurs de l'école des Beaux-Arts, la majorité du moins d'entre eux. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous avons bien connu les Asla, aussi bien la maman que Asla et Ahmed Asla. C'est tout ce travail, ça correspond un peu à ce qu'ils ont toujours aimé, les arts et la liberté. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Voilà, donc c'est un concours qui est ouvert à tous. Retenez la date, c'est jusqu'au 18 février, je pense. C'est ça la date limite, 18 février 2017. Et c'est pour célébrer le 23e anniversaire de l'assassinat de Asla Ahmed et Rabah, père et fils. Mariam. Rebonsoir. On reste dans le monde de la littérature avec vous et ce roman de Rachid Oulebsir. Alors La République des Arts. Allez. Alors le premier sera Un garçon, c'est le titre de ce roman. Il est sorti aux éditions France Fanon il y a quelques mois, en 2016. Alors je vais vous raconter l'histoire. C'est la narratrice qui parle. Alors c'est une Parisienne. Donc l'auteur est un homme, mais la narratrice... Exactement, il se met dans la peau de la narratrice. Entre guillemets, c'est la fille d'un Harki. Voilà. D'accord. Donc elle est d'origine algérienne, bien sûr. Elle tient un institut de beauté à Montmartre. Elle est mariée depuis 5 ans avec Khaled, un ingénieur. Tous les deux vivent à Paris. Ils n'ont pas encore réussi à avoir d'enfants, voilà. Et la narratrice n'a jamais mis les pieds en Algérie. Donc un beau matin, lorsque son mari Khaled lui dit ça te dit, on va aller passer quelques jours de vacances en Kabylie, du côté de Tamazirt. Ce sont ses origines à lui et à elle. Elle est toute contente, elle est sur un nuage rose, elle se dit qu'elle va enfin connaître l'Algérie. Et secrètement, elle a l'intention de faire une offrande à Sidil Mouafaq, le mausolée de la tribu des Melikesh, en espérant que l'esprit de l'ancêtre répondra à son vœu le plus cher, celui d'avoir un bébé, un garçon enfant. De préférence. Un garçon, d'où le titre. Le premier sera un garçon. Oh, je suis pas surprise. Elle a deviné. Alors, c'est ainsi que le couple débarque dans le village de Tamazirt. Et là, on découvre d'autres personnages très intéressants. Il y a Akriya, la potière, qui connaît le secret des plantes et qui soigne les bobos de tous les villageois. Il y a Fadma, la tisserande, une femme qui lave et embaume les morts et que rien n'effraie. Il y a Rachid, le journaliste, qui a quitté la pollution et le brouhaha d'Alger pour vivre plus près de la nature. Et il y a Smaïl Mosco, un ancien émigré syndicaliste de la CGT française. Alors, bien sûr, à travers ce roman, Rachid Oulebsir se pose la question de savoir ce qui reste encore des anciennes traditions et coutumes kabyles au XXIe siècle. Il pense que les valeurs ancestrales se perdent et que la nouvelle génération préfère la modernité. Il en veut pour preuve les centaines d'émigrés qui débarquent pendant les vacances d'été, qui construisent d'énormes maisons et qui apportent avec eux leur style de vie. Et toutefois, j'aime bien parce qu'il fait un petit clin d'œil et il insiste là-dessus. Il insiste sur les gardiennes des traditions. Il écrit qu'il y a encore aujourd'hui
aussi des femmes qui fabriquent encore des shampoings avec des cendres de lentisque et de romarin. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est bio, paraît-il. Oui. Qui mâche toujours agoussim. C'est donc l'écorce de noyer, vous savez, c'est pas le rouge à lèvres, mais agoussim, qui purifie la laine et blanchit les dents. Et il dit aussi, il y a encore des femmes qui tissent encore les burnous et les couvertures sur le métier à tisser. Voilà, à travers ce roman, on s'interroge sur ce qui a changé, ce qui reste encore des coutumes kabyles, ancestrales. C'est un roman. Moi, je voudrais savoir, bon, pour moi, les Oulpsir que je connais sont tous dans le monde du cinéma. Rachid Oulpsir, est-ce que c'est qui C'est un écrivain. Il a vécu une partie de sa vie, parce que je l'ai rencontré aussi là il y a 2 ans. Il a vécu en France, et puis il est revenu en Kabylie, où il a des terres, où il est devenu agriculteur, où il s'est rapproché de cette vie d'avant. Et il m'a dit, je me sens très très bien comme ça. Il écrit. Voilà. En fait, sa révolution écolo, il a fait en Algérie. Exactement. C'est très à la mode, le retour, la terre, voilà. etc. Il en parle. Voilà, c'est très très bien. Donc c'est. Alors, je rappelle, le premier sera un garçon. Vous pourrez le trouver dans les librairies. Rachid Oulpsir, édition France Fanon. 2016, 600 dinars, 151 pages. Merci voilà, Maria. On est complet. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. And my heart just race so much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why. La République des Arts sur la chaîne 3. Touraya Ayed. Et
la République des Arts vous emmène aujourd'hui sur le Mont Toury. C'est le Mont Toury dans la tête de Ousmane Chagou que nous recevons aujourd'hui. Il est venu spécialement pour l'émission de Constantine. En tout cas, on est très très heureux de l'avoir reçu et j'espère qu'on aura également des nouvelles de ce que vous préparez, parce que ça, je sais que vous êtes sur autre chose, parce que le recueil est sorti déjà, ça fait 2 ans quand même qu'il est sorti. En 2014, novembre 2014. Et d'ailleurs, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Pourquoi le choix des nouvelles d'abord? Vous n'avez pas osé aller directement. Tout à l'heure, Mariam nous a parlé du roman de Ould Sir, et je pense que même vous avez des choses à dire sur ce roman. Oui. Enfin, non, mais en réagissant comme ça, pour lui, c'était il voulait que le premier soit un garçon. Pour moi, la première était une fille. Oui. Mais c'est vrai que les 2 textes se rejoignent un petit peu sur ce sujet qui est l'enfance. Donc, c'est c'est la dernière nouvelle. Oui, j'ai la dernière nouvelle justement qui parle de naissance, d'un premier enfant et de la perte d'un enfant. Oui. C'est du vécu. Et c'est du vécu, oui, c'est du vécu. Bon, on essaye d'introduire un petit peu des choses ici et là pour créer une certaine distance. Mais il y a beaucoup de vécu dedans. Vous nous faites revivre cette fatidique journée où vous avez été à l'hôpital. Oui. Et on vous a annoncé que votre fille en fait, était décédée, le point de départ, c'est de vivre le moment et puis d'arriver à aller voir quelqu'un et lui dire bon, je suis là, vous lui donnez un papier et lui dire c'est le 14. Pour lui, 14 c'est un chiffre, c'est-à-dire ça correspond à des numéros dans une morgue. Et pour vous, c'est votre fille. Et donc, de voir cette distance entre quelqu'un qui nomme simplement, qui dit un numéro, alors que vous, c'est peut-être toute une vie c'est une vie à côté. Pour moi, ça a été saisissant, ce contraste-là, quelqu'un qui dit 14. Et pourtant, et pourtant, tout à l'heure, vous allez nous lire le poème qui est très 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 joli et assez touchant. Et pourtant, vous, encore une fois, dans cette nouvelle, vous nous prenez à contre-pied parce que vous, le sujet, c'est d'abord Alger. Oui. Et vous disiez, je hais Alger, vous, le Constantinois. Ça c'est également aussi, parce que c'est très rare, tout le monde se plaît à acclamer son amour pour Alger, et c'est assez rare. Louis déteste Alger. Peut-être qu'il y a moi dedans un petit peu, mais c'est vrai que le narrateur dit dès le départ je hais Alger. Et elle me le rend bien d'ailleurs. Et après, on comprend. On comprend pourquoi. Vous prenez le lecteur à contre-pied. Pourquoi il est à Alger? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Exactement. Et c'est toujours lié à un souvenir. Voilà, à la fin, c'est peut-être qu'on déteste quelque chose par rapport à un vécu tout le temps. On déteste pas quelque chose comme ça. Et en l'occurrence, par rapport à ce drame. Par rapport au drame de la perte d'un enfant. C'est-à-dire à chaque fois qu'on vient à Alger, peut-être qu'on. C'est le souvenir. Exactement, c'est le souvenir. Vous avez, compté les marches qui vous emmenaient à la morgue. Vous avez dit qu'il y avait 45 marches. C'est vrai, vous les avez comptées? Ça, c'est inventé, par exemple. Je m'arrête sur des choses. Et justement, mais j'ai trouvé... parce que parfois, c'est ce que j'aime bien saisir, que parfois, dans des situations dramatiques comme ça, on se retrouve à faire des gestes ou un comportement comme ça, bizarre, qu'on ne saurait expliquer. D'ailleurs, le narrateur qui dit il y avait 45 marches, et je ne sais même pas pourquoi je les ai comptées. Pourquoi personne ne peut l'expliquer? Il faudrait peut-être demander à ce personnage-là, si on le croise un jour. Mais parfois on a des comportements qu'on ne saurait expliquer dans des situations dramatiques comme celle-là. Est-ce que vous l'avez écrite à chaud ou vous avez attendu un petit peu? Alors je l'ai écrite une fois que j'ai eu la confirmation que le recueil allait sortir. C'est arrivé comme ça en appendice. Oui. Je me suis dit, tiens, s'il fallait que le recueil sorte, il faudrait qu'il y ait cette nouvelle-là dedans. Et je l'ai écrite en une nuit. Mais c'est très intéressant quand vous parlez, vous dites, il faudra peut-être poser la question au narrateur, parce que tous les auteurs finissent, ou les écrivains, ils finissent par dire que les personnages deviennent presque indépendants, ils leur appartiennent plus, ils continuent à vivre. Se dissocient. Oui, se dissocient un peu. C'est bizarre quand même.
pas aussi bizarre que ça, parce que beaucoup, et que moi par exemple, je sais pas qui disait, moi j'écris des histoires pour découvrir la vie de mes personnages. C'est-à-dire que parfois on est en train d'écrire, on sait même pas où ça va nous amener, mais qu'est-ce qui va se passer pour ce personnage-là. Moi par exemple, je n'ai jamais fait de plan, je sais pas où ça va me mener. Parfois, ça donne des résultats assez intéressants. D'autres fois, il y a plein de nouvelles qu'on jette. Hein. Mariam, vous nous lisez Si seulement. Alors, si seulement elle avait pleuré. Donc maintenant, on sait de qui vous parlez, n'est-ce pas? Alors, si seulement elle avait pleuré, je l'aurais couverte de roses, embaumée de parfums et bercée de chansons. Elle aurait été une fleur, un fleuve débordant, une galaxie à 20 ans. Elle aurait été intelligente, de tout temps souriante, m'aurait énervée par moments. Elle aurait eu des tresses, de petites tresses, comme c'est mignon. Mais son cri dans le ciel n'a pas retenti, ses petites prunelles n'ont pas ébloui. Que le sort est cruel, mon ange est reparti. Voilà. C'était un peu... c'est un poème hommage à votre petite fille qui... on parlait de vos projets, donc là on a un peu évoqué, on va pas tout lire comme ça les auditeurs qui ça me dérangerait pas. Hein, l'essentiel c'est d'être lu aussi. Voilà, ils peuvent le découvrir en totalité dans les librairies, on le trouve, ça coûte pas très cher, 550 dinars, et on le trouve dans les librairies à Alger, on le trouve. Hein, dans donc, deux librairies. Les éditions du Champ Libre. Parlons maintenant de futur, d'avenir et de projet, ce sera dans un petit instant. La République des Arts. Je sais pas, mais avant de finir avec les projets, on voulait aujourd'hui, parce qu'on a appris la mauvaise nouvelle, hein, donc voilà, la disparition de Jafar Beck qui est parti. On l'a un peu oublié, ça fait longtemps qu'il nous a quitté un peu la scène, et on vient d'apprendre qu'il nous a quitté définitivement. On lui rendra hommage à la fin de l'émission, puisque dans un petit instant, nous allons arriver à l'heure de la prière. Vous écoutez Alger Chaîne 3, l'appel à la prière d'Al-Asr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. La République des Arts sur la chaîne 3. Touraya Ayed. كنعيش في الامان اكبر بالهبال عالم اربوجان الروكندرول 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 'طول النهار في تاتوش على نار عينيك برقوا في نار حاروا فيه ناس الدوار الروكندرول 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 90 ans, voilà, il nous a quittés à l'âge de 90 ans. Jafar Bak, que vous connaissez, enfin pour ma génération, hein, pas pour la génération actuelle, ma génération et peut-être celle qui est venue après moi connaît bien ce personnage de télévision, ses sketchs. Et puis il était tellement moderne, rock and roll, il chantait le rock and roll et ça twistait. Et c'était cette Algérie, ces comédiens qui représentaient cette Algérie ouverte sur le monde, sur tous les genres artistiques. Voilà, il a nourri un peu notre imaginaire, hein, comme tous les personnages qui passaient à la télévision. On aura l'occasion de revenir sur sa vie, lui rendre hommage avec des personnes qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu. Voilà, c'était juste notre petit clin d'œil à ce grand monsieur de la télévision. Et pour finir avec vous, Ousmane Chagou, sur vos projets. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, c'était plus facile d'écrire des nouvelles, un roman, ou alors on n'ose pas vraiment. Je sais pas, moi je suis un grand lecteur de nouvelles. J'aime bien les nouvelles, donc je trouve que les émotions passent plus vite, plus rapidement, et c'est plus intense quand on lit une nouvelle. Donc si on lit pour partager des émotions. Si on fait le parallèle avec le cinéma, le court-métrage, par exemple, ces dernières années, en tout cas ces 10 dernières années, a gagné ses lettres de noblesse et c'est devenu vraiment... avant, c'était ceux qui n'arrivaient pas, enfin, les jeunes qui ne pouvaient pas faire un long-métrage font du court-métrage. Aujourd'hui, le court-métrage est revendiqué comme vraiment quelque chose de très... C'est la même chose dans la littérature. Vous pensez que la nouvelle... Bon, je sais pas si parce que pour beaucoup le roman c'est le projet d'une vie et donc on peut faire des nouvelles comme une sorte de récréation. Pour moi, la nouvelle c'est peut-être c'est ce qui permet de partager le plus des émotions. Je trouve que les nouvelles, surtout les nouvelles par exemple à chute, c'est des choses intenses. Donc on partage des émotions intenses. Et pour le parallèle avec le cinéma, c'est beaucoup plus facile quand même d'écrire. Je sais pas, 20 personnes se sont réunies ou 200 personnes se sont réunies, ou si vous essayez de le faire à travers le cinéma, réunir 200 personnes, ça peut être une galère. Il est 15h57 et il ne reste pas beaucoup de temps. Vous êtes sur un projet d'écriture à 4 mains. Oui. Les deux autres mains, c'est lesquelles? C'est celle d'un ami que je salue, c'est Armand Vial. Et on essaie de concrétiser quelque chose, j'espère que ça fonctionnera. Un roman? Un roman. Plutôt un roman qui se déroulerait à Constantine. À Constantine, et puis on est dans les années 50. Voilà.
Merci beaucoup Asman Chagou. Merci Bon à vous. retour à Constantine. Vous allez Merci à retrouver vos élèves. Demain, oui. Oui, demain. Et à très bientôt. Merci Mariam. Merci Toria. À demain. République des Arts vous a été présenté par Mobilis. Mobilis, partout avec vous. راحت البال.